Merci Rémi, bonsoir mesdames, messieurs. Je vous propose d'exposer et de discuter trois interprétations possibles de l'Anthropocène, mais elles sont un peu curieuses. La première, pourrait-on dire, est une sorte d'interprétation par défaut, parce qu'elle serait plutôt, donc elle est reconstruite forcément, celle de gens qui pensent qu'il n'y a pas de problème. Donc c'est assez délicat. C'est, si vous voulez, ce qu'on appelle le courant transhumaniste. La deuxième, il en a été question tout à l'heure, c'est l'écomodernisation, mais là je m'appuierai plutôt sur le fameux rapport qui a été publié il y a quelques mois et qui est traduit dans de multiples langues. Et puis la troisième, elle est plus de mon cru, donc je vous la laisserai discuter. Je ne la discuterai pas moi-même, évidemment, j'en suis totalement convaincu, vous imaginez bien. Alors, je vais devoir au préalable revenir, j'imagine que pour beaucoup ça sera un certain nombre de redites, mais revenir quand même sur cette notion d'anthropocène qu'on définit très généralement comme résultat de l'impact massif des activités humaines, mais ce disant, on risque peut-être déjà tout de suite de se tromper, parce que résultat de l'impact massif des activités humaines, ça laisse à penser finalement que nous maîtrisons parfaitement les choses, ce qui, on va le voir, est loin d'être le cas. Ce sera aussi l'Anthropocène, où c'est déjà l'impact massif du système Terre sur nos sociétés. Il ne faut pas oublier que ça va dans les deux sens. Alors, très rapidement, je ne vais pas revenir et pérorer sur Capitalocène, Technocène, Occidentalocène, etc. Il me semble que précisément, en l'occurrence, on a affaire à de multiples facteurs avec des degrés de responsabilité qui sont différents. Mais je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui pouvoir mettre de côté, comme on pouvait le faire encore dans les années 60 ou 70, je pense aux querelles entre Commoner et Ehrlich, le facteur démographique. Je pense qu'effectivement, le facteur démographique comme tel joue aussi. Alors, pas de la même manière, mais en termes de biodiversité, par exemple, en termes d'atteinte aux vivants, pas des différences gigantesques entre un individu riche et un individu pauvre. Le riche ne va pas manger des quantités phénoménales de nourriture, alors qu'en termes évidemment de flux de matière, là, les écarts peuvent être phénoménaux. Imaginons par exemple que Stuart Mill ait été écouté au XIXe siècle et qu'on ait arrêté un certain degré estimé optimal de développement, qu'on ait maintenu la population sans, par exemple, ou en revenant d'ailleurs en l'occurrence plutôt, à 1 milliard d'habitants, est-ce qu'on pourrait parler d'anthropocène? Ce n'est pas certain du tout. Donc, me semble-t-il, effectivement, il y a bien un aspect qui engage l'espèce, même si évidemment aussi il y a des responsabilités qui sont différenciées, je ne le nie absolument pas, c'est même effectivement très important, mais manifestement, par la démographie, c'est aussi le genre humain, en tout cas dans son expression dans un instant T, qui est engagé, et au travers d'une forme d'appétence non pas universelle, mais en tout cas largement répandue au consumérisme, il y a bien quelque chose qui va au-delà de telle ou telle société, qui est peut-être plus général, même là encore une fois, si c'est loin d'être universel. Et par ailleurs, enfin, de toute façon, les générations en cours, les générations futures n'auront pas d'autre choix que de s'accommoder, d'être et de vivre en quelque sorte à l'Anthropocène. Je voudrais très rapidement revenir sur certains des appuis de cette idée d'Anthropocène, parce que je vous le disais, ce qui est important, c'est cet impact massif. Donc, impact massif, ça veut dire un impact global et ça veut dire un impact de longue durée sur le système Terre. Et en reprenant des choses très classiques, c'est ça que je voudrais mettre en évidence. En d'autres termes, ce qui caractérise l'Anthropocène, c'est un degré d'interaction global ayant des effets sur le temps long, auxquels l'humanité auparavant, en tout cas les différentes sociétés auparavant, n'avaient pas eu accès. Et c'est ça qui fait vraiment la spécificité du phénomène et toutes les difficultés qu'il y a et à le penser et à essayer d'agir en fonction
de ce défi gigantesque. Je voudrais tout d'abord, pour bien appuyer ce côté universel, alors certes, pour les géologues, c'est un défi extraordinaire, puisque c'est une époque sans passé, encore sans avenir, et on leur demande, à eux qui sont les spécialistes du temps long passé, la dénommer. C'est évidemment une requête sans espoir. Par ailleurs, je voudrais simplement relever deux marqueurs intéressants, parce que précisément ils présentent à la fois cette universalité et puis cette persistance, le fait que à l'avenir, s'il y avait encore des géologues, eh bien, ils seraient amenés à les redécouvrir. On peut donner l'exemple des diatomées qui pullulent dans les lacs Sentinelle, qui réagissent au fait que les flux d'azote sont 2 fois ce qu'ils seraient plus exactement s'il n'y avait pas d'activité humaine. En mourant, ces petites diatomées laissent une espèce de petite carapace qui est imputrescible, qui se fige à jamais dans les sédiments. Autre indicateur plus universel encore, puisque là, on ne les trouve que dans les lacs de montagne, mais en tout cas tous les lacs sentinelles de haute montagne, donc situés à distance des sources de pollution, mais on va trouver en revanche des petites particules sphéroïdes qui sont des conséquences de l'usage massif par l'humanité des énergies fossiles et de leur combustion. Ce sont des particules sphéroïdes qui ne peuvent se former qu'à un certain degré de température et qui sont un marqueur à la fois indélébile et tout à fait certain de l'empreinte universelle dans l'espace et de l'empreinte sur le temps long des activités humaines contemporaines. Voilà pour un premier appui. Deuxième appui, eh bien c'est le fait, ça a été dit tout à l'heure, rappelé par Amidaan, en renvoyant à Ulrich Beck, mais il est clair qu'effectivement la notion d'environnement n'est plus adéquate aujourd'hui au type d'interaction que nous sommes conduits à mener. Nous interagissons bien sûr avec les grands cycles biogéochimiques de la biosphère, mais même avec ce qui pourrait apparaître le côté le plus intouchable du système Terre, ce qui semble dépasser complètement les activités humaines, à savoir la tectonique des plaques. Avec le commencement de fonte de l'inlandise du Groenland, il y a un léger petit changement en termes d'isostasie du continent. Ça a un impact très léger, mais quand même un impact sur la tectonique des plaques et l'activité volcanique. Donc effectivement, on voit bien là à quel point on interagit et le type de force avec lequel on interagit. Du coup, on est effectivement en interaction avec un système Terre, et là, j'ai beaucoup aimé dans une conférence récente l'image que donnait un excellent spécialiste des sciences de la Terre, qu'est Peter Westbroek, en répondant à la question d'un journaliste. Il disait, vous savez, finalement, par rapport au système Terre, nous sommes un peu comme des marins qui n'auraient de l'océan que la connaissance des crevettes. Et donc, quand on prétend piloter le système Terre, c'est un peu curieux, parce qu'en général, quand on donne un coup de barre à bâbord ou à tribord, le bateau suit. Dans le système Terre, on peut donner un coup à bâbord, puis finalement avoir des effets plutôt côté tribord absolument non souhaités. Et en plus, il me semble qu'il serait difficile de naviguer sans carte marine, sans savoir où sont les continents et sans connaître les récifs. Donc, prétendre qu'on peut piloter le système Terre, il était question de géo-ingénierie tout à l'heure, c'est quand même relativement prétentieux. Ça me semble, pour tout dire, ne pas avoir grand sens. Alors, troisième appui traditionnel qu'on donne en faveur de cette idée d'anthropocène, c'est effectivement une artificialisation, pour le coup là plutôt de l'environnement, plutôt la discipline géographie qui prend en charge ça, mais là encore, artificialisation aujourd'hui, impressionnante, aujourd'hui. Quelles seront les conséquences demain, 1, 2, 3 décennies, plusieurs siècles, 1000 ans, 5000 ans? Si vous le savez, faites-m'en part tout à l'heure. Et donc, juger d'une maîtrise pour un état instantané et en inférer des conséquences sur une maîtrise à venir, c'est un raisonnement un peu léger. Donc, on n'en sait rien. Alors, évidemment,
ce qui caractérise nos actions, finalement, c'est une forme d'asymétrie. Pour produire les effets qu'on souhaite, il nous suffit de connaître un certain nombre de paramètres, de connaître certaines variables, de bien les maîtriser, et effectivement, on obtient l'effet souhaité. Mais on ne l'obtient pas hors sol, on l'obtient pour autant qu'il s'introduit dans un continuum temporel et spatial, qui est celui du système Terre. Et là, bien sûr, de temps en temps, on a des surprises. Tous les grands problèmes de la seconde moitié du XXe siècle ont constitué des surprises. Ça renvoie à la navigation difficile dont je parlais tout à l'heure. Mais encore une fois, si on voulait maîtriser, ça n'aurait de sens que si on connaissait au moins, grosso modo, tous les paramètres. Donc il n'y a pas de maîtrise du système Terre, ça n'a, entre nous soit dit, pas grand sens. Alors toujours dans mes préalables, avant d'en arriver à mes trois interprétations différentes possibles, je voudrais évoquer très rapidement certains aspects du changement climatique, parce que précisément, il nous renvoie à ce type d'interaction à échelle globale et sur le temps long. Barre des 1,5, 2 degrés, grosso modo, ça correspond à un tunnel de variation qu'on a connu durant les millions d'années qui ont précédé, où se sont succédés des périodes glaciaires de 80 000 ans, des interglaciaires de 20 000, avec des migrations des espèces, par exemple pour les arbres pouvant mettre des millénaires. Outrepasser cette barre, c'est effectivement pénétrer dans une certaine forme d'inconnu, c'est-à-dire c'est imposer à l'ensemble du système vivant des conditions qu'il n'a pas connues. Alors vous me direz, mais au moins le haut, la fourchette, il y a une partie de la biodiversité qui est adaptée, certes, mais on sait que quand on a un effondrement d'une partie, l'autre ne reste pas les mains dans les poches, mais en général bascule. Imaginons, si l'on prend les derniers chiffres avec les fameux NDC, on serait à 2,7 degrés. Alors là, très sincèrement, si quelqu'un peut m'éclairer, je ne sais pas du tout comment l'ONU calcule. Puisque dans les engagements, on a des engagements plutôt pour les plus grands pays qui sont par point de PIB, on a des engagements absolus, on a des référentiels passés qui sont différents, on a des échéances pour les engagements qui sont elles-mêmes différentes. Donc calculer avec ça qu'on sera à 2,7 degrés à la fin du siècle, c'est une plaisanterie. Prenons-la au sérieux. Et alors là, j'insiste pour reprendre ce qu'a dit Ami Dahan, et Catherine était sur la même longueur d'onde. Effectivement, on a un régime de la promesse qui est assez étonnant, parce que pour le coup, avec le climat, on a affaire à un phénomène qui affecte de façon systémique le système Terre, alors que le seul sujet que nos gouvernants acceptent de traiter de façon systémique, c'est-à-dire à partir duquel ils acceptent de revoir toutes les autres politiques publiques, c'est le commerce international. Le climat, je suis désolé, mais on le traite en silo et en parfaite contradiction avec les engagements. Mais bon, admettons, on va être très généreux avec un certain temps, imaginons qu'on soit volontairement à la fin du siècle à 2,7 degrés. Alors, je sais que maintenant, il y a des travaux de vous qui nous disent qu'on ne devrait pas avoir d'immenses dérives avec la fonte du pergélisol. Tous, chacun ici peut souhaiter ça. Il y a quand même une partie qui va se promener quand même dans l'atmosphère. Donc, même si volontairement on était à 2,7, on serait sans doute un peu plus, peut-être. Alors, prenons le chiffre de 3. Et là, je me fonde sur les travaux d'Archer. Imaginons qu'on soit à 3 degrés à la fin de ce siècle. Il y aura encore, selon sa propre expression, 2 degrés dans les tuyaux. Et nous connaîtrions une hausse de 2 degrés supplémentaires encore au XXIe siècle, et toujours selon la même source, pour grosso modo 5000 ans, avec un décrescendo très lent, puisque dans 10 000 ans, il y aura toujours 25% du carbone fossile que l'on a introduit dans l'atmosphère, dans 100 000 ans encore 7% qui apparemment ne seront jamais réduits et absorbés. Alors si effectivement tel était le cas, moi, je veux bien qu'on mette de côté la question du catastrophisme, mais même si on trouve des parades, et on va en envisager certaines, si jamais on devait aller jusqu'à une température de 5 degrés, ça signifie quand même une habitabilité relativement résiduelle de la Terre. Bon, pas tellement comment on peut envisager les choses
autrement. Alors, en plus, évidemment, cela intervient, nos affaires climatiques interviennent sur une planète qui est quand même pas en très bonne forme. Si l'on regarde du côté du vivant, c'est même, à la limite, déjà beaucoup plus spectaculaire. D'après l'indice WWF ONU, entre 1970 et 2010, on aurait vu disparaître la moitié des mammifères, la moitié des oiseaux, la moitié des poissons, la moitié des amphibiens, la moitié des reptiliens. Et on sait par ailleurs, pas pris en compte, que les insectes, à l'échelle mondiale, ne sont pas non plus dans une forme olympique. Vous en avez un petit indicateur, c'est un des rares que l'on peut voir soi-même, c'est-à-dire qu'il soit sensible, celui de nos pare-brises l'été. Et là, on n'est que du côté de l'érosion des populations. On a un appauvrissement génétique et des populations cultivées et des animaux domestiques. Nous avons la question de la dégradation des services écosystémiques. S'ajoute à ça, effectivement, un rythme d'érosion, alors cette fois-ci à proprement parler, de la biodiversité, qui est largement plus élevé que le rythme traditionnel. Le rythme traditionnel aurait été le suivant, la disparition de 2 espèces sur 10 000 par siècle. Alors après, les évaluations qu'on peut faire aujourd'hui vont vraiment varier en fonction de la cible, mais c'est au minimum un rythme aujourd'hui 100 fois plus. Dans certains cas, ça peut être 1000 fois supérieur à ce rythme traditionnel. Qui plus est, tout ça intervient sur une planète qui, sur le plan énergétique, vit une passe relativement difficile. Comme vous le savez, les hommes ne sont pas capables de produire de l'énergie, ils sont simplement capables de la capter, sinon elle ne serait pas constante au sein de l'univers, capables de la capter, de la transformer, de la transporter. Évidemment, chacune de ces opérations, elles ont un coût énergétique. Et quand on se reporte au début de la saga pétrolière, il suffisait d'investir un baril pour en retirer 100. Aujourd'hui, pour le pétrole conventionnel, on est sans doute entre 10 et 20, grosso modo. Quand on va vers certains pétroles, merci beaucoup, vers certains pétroles non conventionnels, comme par exemple les sables bitumineux de l'Alberta, on est plutôt à entre 3 et 5. Si on regarde les panneaux solaires aujourd'hui, on est entre 7 et 8. Alors là, on a bon espoir que dans 15 ans, on soit à 15. Dans 15 ans encore, à 30. Probablement, ça se stabilisera à cette hauteur-là. Mais on n'aura plus du tout la disponibilité énergétique qu'on a connue durant la seconde moitié du siècle. En tout cas, apparemment, sauf alors à recourir à nouveau au nucléaire. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc, on a un problème de métaux. Et là, ce n'est pas la peine de se demander quand on n'aura plus de fer avec ça. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est là aussi l'énergie. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tout ratiboisé jusqu'à 100 mètres. Si on veut, aujourd'hui, on va chercher du potassium qui se situe entre 600 et moins 1200 mètres sous le sol. Vous imaginez le coût énergétique de la tonne. Et donc, on aura très probablement à l'avenir aussi un problème de disponibilité de métaux. On a vu pour la disponibilité du vivant, on manque même de sable. L'eau, localement, globalement, on est encore loin du compte, mais localement, il y a des endroits où, effectivement, le manque d'eau se fait sentir. À ça, on peut ajouter une situation géopolitique qui est quand même relativement délabrée et tendue. Donc, on va devoir affronter des épreuves diverses dans un contexte relativement lourd. Moi, je veux bien qu'on me taxe de pessimiste, de catastrophiste, pourquoi pas. Mais écoutez, la littérature dont je me nourris presque tous les jours ne m'incite pas à un optimisme échevelé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on lit les uns, ça peut encore aller. Déjà, quand vous sortez des scientifiques du climat, votre morale est en berne, mais alors ensuite, après, quand vous allez voir les géologues et d'autres, je ne vous dis pas, tout ça s'accumule, et pour le moral, c'est relativement difficile. Alors, du coup, quelles sont les interprétations possibles? Alors, on va commencer par cette interprétation par défaut, qui est l'interprétation transhumaniste. Alors, je vous dis tout de suite, les transhumanistes se moquent du climat. L'Anthropocène ne savent pas ce que c'est, mais c'est précisément pourquoi ils l'interprètent. C'est une interprétation radicale, ça n'existe pas. Donc, quels sont les postulats qu'il faut mettre en avant pour effectivement imaginer
que tout ce que je viens de dire n'est pas nécessairement faux, mais en tout cas voué à être rapidement surmonté. Donc le premier présupposé, c'est un présupposé d'illimitation du pouvoir des techniques, avec un seul fondement, c'est la fameuse loi de Moore. Il fait que tous les 18-24 mois, les microprocesseurs voient leur puissance doubler. Alors, d'après ce qu'on peut lire dans la littérature, il semblerait que quand on atteint un seuil quantique, la loi de Moore s'envole. On verra bien, je ne suis pas Madame Soleil. Deuxième présupposé, c'est que toute forme de transformation, toute forme d'artificialisation est une excellente chose en soi. Il n'y a pas à discerner. Tout ce qu'on peut faire, c'était Gabor, mais on est à peu près sur le même registre, doit être fait. Je rappelle qu'un des philosophes en vue du transhumanisme, Nick Bostrom, dans un article sur le risque existentiel, dit le risque d'existence pour l'humanité le plus important, c'est qu'on ne réalise pas le programme transhumaniste. Au moins, ça a le bénéfice de la clarté. Ensuite, troisième présupposé, c'est que l'accumulation de moyens est toujours une chose excellente. Paradoxe d'Esterlin, etc., ils ne connaissent pas. Plus j'en ai, mieux c'est. Et quel que soit ce que j'accumule. Et enfin, il y a une forme extrême de néolibéralisme. C'est-à-dire le programme transhumaniste n'est possible que si les États régulent pratiquement rien, que si les citoyens ne s'opposent pas, il faut que nous soyons tous que de purs et simples individus, pour pouvoir, d'ailleurs on va y revenir, espérer vivre très longtemps. Alors, si je prends leur rêve jusqu'au bout, alors déjà, parler d'immortalité, ils ne le disent plus, c'est idiot. Pour pouvoir être immortel, il faudrait n'être jamais né. Alors là, c'est bien une limite des techniques. Si vous avez une technique pour ne pas être né, encore là à nouveau, vous venez me voir. Mais bon, au moins, ce à quoi ils pensent, c'est à différer indéfiniment la mortalité. Alors, ne nous occupons pas de savoir si ça peut être juste ou si ça peut être vrai, mais prenons le désir au sérieux. On va déjà être 10 milliards peut-être en 2050. Imaginez qu'une partie non négligeable, quelques centaines de millions de la population humaine, ait la possibilité de prolonger significativement leur existence. Ça ne va pas être simple. Alors, si vous imaginez, alors rassurez-vous, ça ne sera jamais le cas, mais si vous imaginez que toute la Terre prolonge indéfiniment son existence, ça signifie que vous devez absolument interdire toute forme de naissance. On n'a jamais vu un projet de société aussi narcissique. Nous sommes merveilleux, nous méritons de vivre indéfiniment, et toute autre personne ne mérite pas l'accès à la vie. Moi, j'aurais tendance à prendre ça quand même pour du délire. Alors, laissons-les, les présupposés sont tellement énormes qu'on peut quand même imaginer que le scénario aura quelques difficultés à prendre en réalité. Deuxième scénario possible, celui de l'écomodernisation. Alors là, on a plutôt un scénario moderne, classique, un petit peu infléchi, parce que ce que prétendent les partisans de l'écomodernisation, telle qu'on la trouve dans le manifeste en question, c'est qu'effectivement, on va essayer de voir pourquoi, mais on pourrait restituer à la Terre, d'une certaine manière, une part du sauvage. Alors en tout cas, là, on a là aussi une foi dans le progrès technique qui n'est pas beaucoup plus limitée que la précédente. Simplement, c'est les dessins, c'est le projet qui lui-même est quand même très différent. Et disons que ces possibilités techniques-là, elles sont quand même plus arrimées, on va le voir, dans le présent, que ne l'étaient celles des transhumanistes. Et du coup, pour eux, si on veut simplifier les choses, tel que je vous l'ai décrit, l'Anthropocène est un mauvais Anthropocène, mais nos techniques vont être en mesure de transformer ce mauvais Anthropocène en un bon Anthropocène. Alors en fait, le raisonnement, c'est un peu une courbe de Kuznets étendue. C'est-à-dire cette fois-ci, ce n'est pas simplement la pollution. Ils savent très bien qu'on a des problèmes. Les problèmes de pollution sont je ne dis pas qu'ils n'existent pas, mais dans la totalité, vous prenez les 9 limites de Rockström ou de Stephen, ils ne disent même plus pollution, on parle d'entité nouvelle, mais c'est une des 9 entrées. Le reste, on est plutôt lié à des questions de flux. Alors,
On va y revenir. Mais en tout cas, voilà, le présupposé, c'est celui-là. Autre présupposé encore, qui est quand même très très fort, c'est qu'ils sont nécessairement partisans d'énergie nucléaire. Puisque pour leur scénario, ne serait-ce que pour aller chercher les métaux qu'ils prétendent aller chercher, ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc, le scénario de décommunalisation est nécessairement un scénario nucléaire. Alors, s'ils veulent le mettre en place tout de suite, ils n'ont pas beaucoup de choix. C'est le PR ou quelque chose dans le genre, donc je pense qu'ils vont devoir être patients. S'ils veulent attendre, eh bien, là, il faut attendre génération 4, thorium, uranium 238. Effectivement, on réouvre des possibles en termes de disponibilité de la ressource, mais bon, ou encore la fusion, ça c'est encore pire, puisque là, je ne vous dis pas les dégâts que l'humanité commettrait, mais bon. Donc, c'est délicat. La critique n'est pas si facile que ça, parce que c'est vrai que techniquement, nos techniques nous ont toujours ramenés à augmenter les flux, mais si je prends le carbone, si je prends l'azote, je peux très bien avoir avec un jeu de techniques, là on essaye de produire de l'énergie non carbonée, donc sans augmenter, au contraire, en réduisant drastiquement nos flux de carbone. Pourquoi pas imaginer qu'avec des biotechnologies, on puisse transformer, j'ai entendu ça ce matin, dans un cercle d'agronomes, qu'on puisse faire transformer les céréales en légumineuses et les amener à loger les bactéries qui vont fixer l'azote, pourquoi pas. Cela dit, dans les deux cas, on affaiblit plus qu'on on passe complètement à autre chose, mais on ne peut pas imaginer qu'il y ait des amorces de réalisation possible. Cela dit, ce qui me semble gênant dans ce programme, c'est que même si on est bienveillant et si on attend des ruptures technologiques qui peuvent être intéressantes, telles celles, par exemple, pour le Mont Blé et l'azote, eh bien, on risque quand même d'avoir des contradictions internes au programme. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'effectivement, pour avoir un programme de croissance continuée, on a quand même besoin de matière, on a quand même besoin de plus de flux de matière. On va donc devoir avoir besoin d'extraire, et alors à un coût environnemental de plus en plus élevé. J'ai peur que même encore une fois, si on leur donne beaucoup de choses dans les possibilités sur lesquelles ils comptent, que quand même le scénario ne soit pas totalement cohérent. Troisième scénario possible, oui, il n'est pas très rigolo dans un premier temps, c'est-à-dire effectivement, changement de civilisation sur quelques décennies, et puis on va devoir apprendre à vivre sur une écoumène qui va petit à petit se rétrécir en fonction de la montée du niveau des mers, du fait que certaines terres vont devenir arides. Alors on va gagner aussi du côté des latitudes nord, mais une écoumène quand même plus hostile au séjour des hommes et offrant moins de ressources que nous n'en disposions à des échelles différentes durant l'Holocène. Alors imaginons, puisque mes prédécesseurs en scénario ont fantasmé, je vais le faire moi-même, mais imaginons certains traits possibles de cette société, en essayant de prendre des formes de tendance aujourd'hui. On peut imaginer qu'effectivement, si ce scénario se réalisait dans sa partie physique et biologique, eh bien que l'idée de commun finirait quand même par s'imposer, et qu'on pourrait voir une évolution du droit prenant ses distances, et là, Philippe Descola, je crois que c'est un de vos chevaux de bataille, prenant distance avec l'individualisme possessif, marginalisant la propriété rivale exclusive, parce qu'effectivement, l'humanité va être dépendante de ressources moins disponibles, plus resserrées, fragilisées, en ayant l'expérience des drames peut-être antérieurs. Et puis, on voit aussi dans le présent se développer des aspects coopératifs, collaboratifs, etc. Imaginez qu'on a des signes avant-courriers, pourquoi pas. Réorganisation de nos démocraties pour qu'elles deviennent plus complexes, puisqu'elles vont devoir gérer les relations classiques, les jeux d'intérêt qu'elles ont à gérer, mais qu'on le veuille ou non, et à des échelles différentes, nos interactions avec le milieu. Ce qui n'est pas une chose simple. Et si tel est le cas, on devrait voir la figure de la liberté négative petit à petit
prendre moins d'importance et voir remonter celle de la liberté positive, au sens où nous serons probablement obligés de déterminer collectivement des modes de vie compatibles avec le système plus fragile qui nous permettra de vivre. On peut imaginer aussi, souvent dans certains fantasmes, on est parti sur un low-tech généralisé. Je crois que non, mais on pourrait très bien avoir une sorte de mélange de low et d'high-tech. Et alors, sujet extrêmement sensible, si effectivement soit la croissance se tasse plus encore, soit, ce qui serait probablement plus probable, si on entrait dans une certaine forme de décroissance avant de retrouver peut-être un état plus stationnaire, en tout cas, évidemment, la question des inégalités se pose d'une façon extrêmement aiguë, beaucoup plus aiguë que dans un système de croissance. On peut toujours espérer avoir des gains à l'avenir. Et je dirais, pour clore le tout, que finalement, dans une société qui serait confrontée à un milieu plus rude, qui aurait suscité auparavant des épreuves relativement difficiles, eh bien, la question classique à laquelle chaque société, à sa manière, a répondu, toujours en donnant des réponses d'ailleurs plurielles, et évidemment les réponses seront plurielles, je pense que la vieille question qui consiste à s'interroger sur ce qu'être un être humain, que signifie d'accomplir son humanité, parce que finalement, la réponse qu'on avait tous adoptée, c'était celle du consumérisme, qui était prétendument une sorte d'accès facile à une forme, peut-être pas d'infini, mais au moins d'indéfini. Eh bien, nous devrons nous reposer, et probablement d'une certaine manière collectivement, ce type de questions. Je vous remercie pour votre attention.